Bien, merci à vous d'être là. Un petit peu, le choc culturel va être un petit peu dur après Edgar Morin, mais on va s'y faire. D'autant plus qu'il a magnifiquement introduit cette table, parce que je retiens de votre discours, monsieur, des millions de choses, bien entendu, mais deux choses qui concernent particulièrement cette table ronde. Vous avez dit d'une part que l'éthique est interne à l'homme. Elle doit être aussi, et c'est pour ça, je pense, que le Club des juristes a mis en place Idéthique, elle doit être aussi interne aux entreprises. C'est-à-dire que si les entreprises ne sont pas elles-mêmes ontologiquement et intérieurement convaincues que la compliance et que l'éthique est un enjeu pour elles et pour leur survie, ça ne servira à rien. La règle, donc, au-delà de la règle, je préfère parler d'une logique de compliance. C'est une logique de survie, non seulement de la société, mais aussi des entreprises. Vous avez dit aussi, monsieur, que la communauté de destin, que la mondialisation était une communauté de destin. La mondialisation, c'est une communauté de destin des entreprises qui sont mondialisées, et à ce titre, la corruption, la fraude est quelque chose qui va nuire à l'ensemble d'entre elles, et une distorsion de concurrence pour ramener ça à un tout petit bout de la lorgnette, mais un bout de la lorgnette qui a son importance. Donc merci au Club des juristes, merci à monsieur Cazeneuve, à Nicolas Molfessis d'avoir organisé cette table ronde. Pour en parler autour de nous, nous avons le plaisir d'accueillir madame Isabelle Durand, qui est secrétaire générale adjointe de la CNUSED. Madame Laura Covesi, merci d'être là. C'est votre première intervention publique depuis votre nomination à la tête du parquet européen depuis le 1er novembre 2019, si je ne m'abuse. Donc, merci. Monsieur Marc-André Pfeffer, vous êtes président de Transparency International. France, pardon, bien sûr. Aurélien Hamel, vous êtes directeur juridique du groupe Total, et monsieur Charles Duchesne, vous êtes magistrat et directeur de l'Agence française anticorruption. Enfin, Bernard Cazeneuve, on vous l'a présenté, Premier ministre et avocat associé du cabinet Auguste de Bouzy, et surtout président du Club des juristes. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer cette table ronde autour de trois idées. D'abord, bien sûr, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose de faire une photographie internationale de l'état de la lutte contre la corruption et de la compliance. Peut-être, Madame Durand, pour commencer, pourriez-vous nous dresser un peu cette photographie internationale, est-ce que des flux et l'analyse des flux financiers internationaux? Est-ce que depuis les lois qui sont intervenues en France aussi, et l'action des organisations internationales, est-ce que ces flux se sont clarifiés? Est-ce qu'on a une meilleure vision? Est-ce que le grand nettoyage a eu lieu? Alors, est-ce que le grand nettoyage a eu lieu? D'abord, comme vous tous, c'est difficile de prendre la parole après M. Morin, mais néanmoins, je le ferai de façon d'autant plus enthousiaste que, comme vous l'avez dit, on est sur un bout de la lorgnette, mais un bout de la lorgnette qui est quand même très significatif. Alors, c'est vrai que la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, dont je suis la secrétaire générale adjointe, travaille sur ces questions depuis de nombreuses années pour essayer de, au moins définir ce que sont ces flux financiers et commerciaux illicites. 2, pour essayer de les mesurer, ce qui n'est par définition pas facile puisqu'ils sont illicites. Et quand on parle de choses illicites, bon, moi je ne suis pas juriste, je travaille dans une organisation qui est essentiellement composée d'économistes, mais quand on parle de flux ou commerciaux ou financiers illicites, on doit savoir de quoi on parle. C'est donc à la fois la contrefaçon, c'est évidemment l'évasion fiscale, c'est tout ce qui est de façon illicite, à la fois généré, transféré ou utilisé de façon illicite. Alors, est-ce qu'on fait mieux aujourd'hui dans ce monde globalisé?
Oui et non. À la fois, des outils ont été mis en place pour essayer de la mesurer. Et on a un certain nombre de conventions, entre autres la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui sont de bons outils, mais qui ont l'inconvénient d'être des outils, et M. Morin en parlait très bien, des outils segmentés, des outils qui prennent seulement une part du problème en considération et qui n'appréhendent pas toutes ces questions de l'évasion fiscale ou de la corruption organisée, voire de la lutte contre le terrorisme, parce qu'évidemment, il y a des liens entre ces organisations, cette manière de travailler et les phénomènes terroristes aujourd'hui. Donc, trop fragmenté, avec des conséquences nationales. Aussi, au niveau national, c'est trop fragmenté. On a du mal à identifier précisément de quoi on parle. Et si je dois faire une estimation aujourd'hui, on estime à environ 2,2 billions, alors ce n'est pas parce que je suis enrhumé que je dis billions, c'est des billions, ce n'est pas des millions de dollars, qui sont l'évaluation, je dirais, à la grosse louche et certainement insuffisamment précise puisqu'il nous manque d'outils statistiques et d'outils de mesure. Mais si je prends ça, ce volume monétaire est un volume qui représente celui finalement d'une 8e puissance mondiale. Ça représente très exactement le manque de moyens dont nous disposons pour mettre en œuvre les fameux objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc les sommes sont considérables et elles se traduisent de manière très différente. Les instruments sont existants mais sont trop fragmentés et les outils de mesure sont eux aussi insuffisants. C'est pourquoi d'ailleurs la CNUSET travaille à essayer d'identifier des instruments et des outils de mesure de flux par définition illicites. Et j'ajoute enfin que par définition aussi, hélas, les organisations qui sont celles qui pratiquent ces flux financiers illicites, elles concernent tout le monde et tous les pays. Ce qui varie, c'est l'ampleur. Mais sinon, ça nous concerne tous, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement, avec le petit bémol que tous les instruments mis en place l'ont été par les pays les plus développés, avec l'aide entre autres de l'OCDE, du G7, du G20, et donc sont peu appropriés par les pays en développement, qui sont ceux dans lesquels parfois ces flux financiers illicites sont pratiqués, mais dans lesquels les pays en développement sont peu associés à la manière de les combattre. Et ils en sont quelque part un peu comme pour le changement climatique, ils en sont les victimes sans en être pour autant ceux qui sont les plus générateurs de ces flux. Donc voilà, une photographie, je dirais, très imparfaite. Des instruments existent, des instruments internationaux, mais ils sont encore trop fragmentés et se posent par ailleurs de façon à nous tous le problème de la mesure de ces flux, puisque dès qu'on détermine une règle, et ça faisait partie des contradictions évoquées par M. Morin, dès qu'on établit une règle, immédiatement et très rapidement, les consultants spécifiques et très organisés construisent la contre-règle ou la façon de bypasser la règle. Et donc, c'est une espèce de travail permanent au bout duquel nous n'arriverons pas si aisément, parce qu'il faudra sans cesse le remettre sur le métier pour pouvoir contourner ceux qui cherchent à contourner la règle existante. Voilà une photographie brève en première instance, si je peux dire, de l'état de la vision plutôt économique et statistique, et y compris juridique, des instruments disponibles pour lutter contre toutes ces formes de flux commerciaux et financiers illicites. Merci beaucoup, madame. Donc une lutte un peu Sisyphe où il faut sans cesse remonter sa pierre et remonter la pierre de la compliance. Monsieur Pfeffer, en tant que président de Transparency France, est-ce que vous constatez la même fragmentation des instruments et quelle est la place aujourd'hui depuis la loi de 2016 et les lois qui ont suivi, la place de la France aujourd'hui dans cette lutte contre la corruption internationale? Oui, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que disait Madame Durand et sur la difficulté qu'on a à mesurer quelque chose qui, par définition, est caché. Alors effectivement, les grandes institutions internationales ont plus de moyens que nous, mais je vais me référer à deux outils que nous avons développés au niveau de notre réseau mondial Transparency et qui permettent de situer la France, justement, dans le concert des nations en matière de lutte contre la corruption. Le premier, vous le connaissez sans doute, c'est l'indice de perception de la corruption que publie notre maison mère tous les ans. Ça n'est pas un indice de corruption, nous ne saurions pas la mesurer, mais un indice de la façon dont les acteurs économiques dans chaque pays perçoivent le risque de corruption. Alors, tous les pays du monde sont classés
Et la France, pendant longtemps, est restée aux alentours de la 27e place, bien loin d'un certain nombre de pays européens, scandinaves notamment, et anglo-saxons. Il faut savoir que cet indice ne mesure pas notamment la lutte contre la fraude fiscale, les paradis fiscaux, donc il est sans doute insuffisant, mais il a l'avantage, année après année, de faire une mesure de ce que les forces économiques perçoivent ou pas en termes de corruption. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous progressons, puisque nous étions encore 23e en 2017, 21e en 2018. Mais évidemment, à Transparency France, quand nous prenons connaissance de l'indice, c'est pitié pour nous, vu les efforts que nous faisons. Alors, j'espère bien que la mise en place de la loi Sapin, on va revenir dans un instant, va nous permettre de monter dans cet indice, mais l'affaire n'est pas gagnée. Deuxième point, nous essayons, au niveau de Transparency International, de mesurer la mise en œuvre réelle de la Convention OCDE. Le grand problème que nous avons, Madame Durand l'a dit tout à l'heure, c'est que nous avons de très belles conventions, nous avons de très belles lois, mais le problème, c'est qu'il faut les mettre en œuvre. Et donc, tous les 3 ans, nous faisons une enquête pour savoir comment se sont comportés les 44 pays signataires de la Convention OCDE en matière de lutte contre la corruption. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on ne parle pas de perception, mais on parle de la réalité des choses, c'est-à-dire combien d'enquêtes ont été ouvertes, combien de poursuites, combien de condamnations. Et là encore, la France ne figure pas très bien. Là, il n'y a pas là de classement, mais il y a finalement la séparation entre 4 groupes sur ces pays. Le premier groupe qui met en œuvre activement la Convention, à peu près le quart des pays signataires. Ceux qui le font de façon modérée, un peu moins. Ceux qui le font de façon limitée, nous y sommes, et ceux qui ne le font pas du tout. Donc cet instrument de mesure, je le trouve plus intéressant que le précédent. Il ne concerne évidemment que les faits de corruption d'agents étrangers, mais il montre finalement l'abîme qu'il y a pour un pays comme la France de se bien comporter, parce que nous espérons effectivement qu'elle figurera dans quelques années parmi ceux qui mettent en œuvre effectivement la Convention OCDE. Alors, pour aller très vite, d'autres en reparleront certainement, l'intervention de la loi Sapin en 2016 apporte des outils de grande qualité, des outils juridiques qui nous permettent à la fois de penser qu'on pourra faire régresser la corruption en France et la corruption à l'international, et d'autre part, d'être mieux vus par un certain nombre d'autorités de poursuite, mais d'autres plus compétents que moi le diront dans le monde, et de pouvoir nous-mêmes assurer un certain nombre de poursuites. Mais le message que je voudrais donner, c'est que, au-delà des chiffres, au-delà des dispositions législatives qui existent, l'essentiel maintenant, c'est de passer à l'acte. Et je dirais, je suis très content de parler dans une table ronde sur la compliance, mais la lutte contre la corruption, si elle passe par la compliance, ne se limite pas à la compliance. Et je craindrais éventuellement qu'un certain nombre d'entreprises ou de grandes collectivités considèrent effectivement les obligations de la loi Sapin comme une obligation de compliance. L'essentiel, c'est de donner le sens finalement à cette lutte contre la corruption. Donc la compliance n'est qu'un outil. Et là, il reste beaucoup à faire, effectivement, pour que ces thèmes soient pris en charge au plus haut niveau par les entreprises, par les collectivités locales, par la place qu'on donne aux déontologues, par les moyens qu'on lui donne, par l'importance qu'on accorde à l'alerte éthique, aussi, qui est un élément essentiel de lutte contre la corruption et qui peut être, dans un certain nombre de cas, considéré simplement comme « oui, ça y est, on a mis en place une alerte éthique ». Éventuellement, aucune alerte ne remonte, mais ça n'inquiète pas. Alors, je ne veux pas noircir le tableau, mais le fait de donner du sens par la formation, par l'information, par l'implication des décideurs est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis le dernier point que je veux citer, c'est bien sûr la nécessité de donner les moyens aux autorités de répression ou de contrôle de faire face à leur mission. Parce que vous pouvez avoir une loi formidable avec un PNF, une AFA, une haute autorité. Si vous ne leur donnez pas les moyens, que vont-ils faire? Et en particulier, vous n'arriverez pas à alimenter les outils qui ont été prévus par la loi Sapin 2, comme par exemple les conventions judiciaires d'intérêt public. Et je donnerai simplement un exemple sur le retard de nos moyens qui est cité dans un récent rapport parlementaire du premier semestre. Dans l'affaire Airbus de corruption présumée ou supposée, eh bien, il y a 2 autorités qui s'intéressent à cette enquête, le PNF et le Serious Fraud Office
anglais. Eh bien, le Serious Fraud Office met en ligne 3 fois plus de magistrats et d'enquêteurs que le parquet national financier. Donc, mon message, c'est mise en œuvre par des comportements qui donnent du sens et moyens pour les autorités que la loi Sapin a chargé de nous permettre de progresser dans les 2 indices que j'ai indiqués et surtout de progresser fondamentalement dans la lutte contre la corruption en interne, mais aussi contre la grande corruption internationale. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pfeffer. 3 fois plus, vous êtes généreux. Mes informations chez Airbus, au SFO, ils sont 15. À l'OCLIF, qui est l'organisme de la police judiciaire chargé de l'enquête, ils sont 3, 2,5 précisément. Voilà. Donc, pour en revenir aux questions de moyens, merci aussi, Monsieur Pfeffer, d'avoir précisé que la compliance n'était pas seulement des règles sur une checklist pour les entreprises à dire OK, check, 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 si ce n'est pas intériorisé exactement de la même manière que M. Morin, encore une fois, pour rebondir sur son discours, si ce n'est pas intériorisé par l'entreprise, ça ne servira à rien. Ça sera même pire, j'allais dire. Maintenant, sur la question des moyens, Monsieur Duchesne, vous dirigez l'AFA, l'Agence française anticorruption, qui est donc l'organisme qui a été créé par la loi Sapin 2. Elle fait partie de l'arsenal de lutte, mais aussi de coopération internationale de la France. Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui les outils juridiques qui sont entre vos mains et les outils juridiques de coopération que vous pouvez utiliser ? Oui, je vous remercie. Pour reprendre ce que disait M. Pfeffer tout à l'heure, je crois qu'en effet, il y a un problème de moyens, mais il y a surtout un problème d'orientation des moyens et de coordination des moyens, parce qu'il y a un certain nombre de sujets que l'on évoque beaucoup, mais que l'on traite avec assez peu de célérité. Et je fais notamment allusion aux questions des poursuites extraterritoriales qui sont menées. Il faudra bien en parler à un moment ou à un autre, il n'y a pas de tabou. Et je crois qu'il y a un vrai problème de coordination des moyens et notamment de communication de l'information et d'analyse de l'information et d'exploitation de cette information. Je crois qu'il y a de gros progrès à faire en la matière. Alors moi, je m'exprime ici évidemment en ma qualité de directeur de l'Agence française anticorruption, et c'est sous ce seul angle de la prévention de la corruption que j'aborderai cette notion de compliance que nous avons décidé, à ma demande en 2017, d'appeler conformité, puisque je suis très attaché à l'emploi de la langue française et que finalement, ce n'est pas la maison qui nous abrite qui me contredira si je dis qu'à un même mot peuvent être accordées finalement plusieurs acceptions. Donc nous parlons de conformité. Et quel est l'intérêt finalement d'approcher la lutte contre la corruption à travers la conformité, à travers la compliance et à travers la prévention ? Alors, j'ai évidemment un passé pénaliste et j'ai quelques idées sur les vertus de la poursuite et de la répression qui est absolument indispensable en la matière, mais même si les pénalistes les plus expérimentés souvent finissent par perdre toute illusion en la capacité de rédemption de délinquants, alors pourquoi pourrait-on croire davantage aux valeurs de la prévention en matière de corruption? Alors moi j'y vois deux raisons essentielles auxquelles je crois tout à fait authentiquement. D'abord parce que la corruption est une infraction occulte qui ne se manifeste généralement par aucun épiphénomène visible et qu'il serait quelque peu illusoire de croire que la seule répression permettrait d'éradiquer ou en tout cas d'affaiblir le phénomène. Deuxième raison, parce que la corruption est généralement une infraction systémique qui concerne non pas des individus pris isolément, mais plus généralement des groupes, voire des organisations tout entières, et que par conséquent, la prévention, que je conçois comme un système de protection collective, est beaucoup plus efficace sur les structures que sur les organisations. La répression, en effet, ne peut pas prétendre venir à bout à elle seule d'une infraction dont les épiphénomènes visibles sont rares
Et j'aime bien cette expression, on ne tue pas un arbre en lui arrachant les feuilles. La prévention, elle, s'attaque non pas aux feuilles, mais aux racines. On a évidemment beaucoup de mal à mesurer les effets de la prévention, mais en réalité, la compliance en la matière n'est pas autre chose qu'une forme d'organisation qui est proposée aux entreprises, une proposition de mise en œuvre de mesures et de procédures collectives, celle énumérée par l'article 17 de la loi Sapin II. Et la mise en œuvre sincère, je vais dire véritable, non pas simplement formelle, mais en profondeur de ces mesures, me paraît être la garantie d'un certain nombre de résultats. Je parle d'une proposition d'organisation parce que la prévention suppose l'adhésion des acteurs et que seuls les acteurs qui sont engagés, qui sont volontaires et qui sont sincères dans leur démarche pourront prétendre parvenir à des résultats. La loi, il est vrai, nous a confié des pouvoirs de contrôle, aussi bien des acteurs publics que des acteurs économiques, y compris de contrôle d'ailleurs des mesures judiciaires. Et c'est vrai que ces mesures de contrôle ont un peu forcé les volontés et ont finalement érigé la conformité en une forme d'obligation. Et c'est tout à fait singulier dans notre système, puisque cette obligation il existe une obligation de conformité a priori. Les administrations, comme les entreprises, les grandes entreprises, sont tenues de mettre ce dispositif en œuvre. La deuxième singularité de notre système est qu'il fait peser cette obligation non seulement sur les acteurs publics, ce qui est assez classique, mais également sur les grands acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises qui ont au moins 500 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Avec, pour ces dernières, en cas de manquement à ces obligations, des sanctions encourues, peine d'injonction de se soumettre à un programme de conformité, amende et également publicité. Par l'adoption de ce dispositif, le législateur a donc transféré à l'entreprise le soin de s'autocontrôler et les contrôles du régulateur que nous sommes ne sont donc que ponctuels et aléatoires et j'allais dire assez peu nombreux. Alors je pourrais vous dire un mot, si vous voulez, sur ce que ces contrôles nous ont permis de constater. Ce que je dois vous dire, parce que j'y tiens beaucoup, c'est que l'éthique, ce n'est pas la cosmétique. C'est-à-dire que nous veillons, à travers nos contrôles, par sondage, nous vérifions, au-delà des apparences, la réalité et l'efficacité dans la mise en œuvre des dispositifs. Et j'entends parfois dire, et je le regrette, on parlait tout à l'heure de solidarité et de responsabilité, des gens qui considèrent le système d'alerte finalement comme un mécanisme qui permet à un salarié irascible de faire du tort à son patron. C'est exactement ce qu'il ne faut pas penser, parce que quand on dirige une entreprise, une administration, quelle que soit sa taille, on est, si on est un peu responsable, toujours très intéressé par le fait de pouvoir accéder aux informations, même mauvaises, parce que ça permet de réagir et ça permet d'éviter un certain nombre de déconvenues. Ce que je voudrais vous dire, j'ouvre peut-être un débat plus large si vous me laissez encore quelques instants, c'est que la loi Sapin II nous invitait évidemment à distinguer entre le privé ou le public, entre la prévention, enfin entre le conseil et le contrôle. Finalement, la pratique nous conduit à distinguer aujourd'hui de façon plus radicale entre la corruption domestique et la corruption transnationale. Et je pense que s'il appartient à chaque État de régler, de faire son affaire de la corruption domestique, il appartient à tous les États de traiter ensemble et de concert la corruption transnationale. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la dissémination des preuves qui impose de reconstituer le puzzle nous impose cette coopération. Ensuite, parce que le prétexte de l'anticorruption ne doit surtout pas servir à mener des actions de concurrence déloyale ou d'espionnage économique. Enfin, parce que l'équité commande qu'un même acteur ne soit pas condamné plusieurs fois pour le même fait et que seul le règlement transactionnel et concerté des cas de corruption
peut permettre, à mon sens, d'aboutir au prononcé d'une sanction unique. Comment? Eh bien, d'abord, en incitant les États à ratifier les conventions existantes, parce que, j'allais dire que pour parler de la même chose, encore faut-il, enfin pour se comprendre, encore faut-il avoir le même langage. Ensuite, parce qu'en incitant les États à se doter de procédures transactionnelles telles que la Convention judiciaire d'intérêt public, qui a été instaurée par la loi Sapin II, eh bien, on peut inciter un certain nombre de pays, comme on l'a fait en matière de recouvrement des avoirs criminels, à participer, à contribuer à cette œuvre collective de poursuite ou de prévention de la corruption. Alors, quels seraient les effets de cette collectivisation de l'action publique? Eh bien, elle aurait pour effet immédiat de soumettre l'action de chaque État au contrôle des autres. Je veux dire par là que la justice ne se rend pas en coulisses dans un rapport de force déséquilibré entre un État tout-puissant et une entreprise qui, soucieuse avant tout d'assurer sa survie économique, va être prête à signer ou à accepter des conditions qui peuvent être parfois un peu léonines. L'action collective des États permettrait ainsi donc d'écarter les prétentions nationales illégitimes ou en tout cas de les cantonner en les ramenant à de plus justes proportions. Et cette action collective aurait aussi pour effet, et nous y travaillons beaucoup à l'AFA, de permettre de désigner un seul État lorsqu'une décision de suivi, de monitoring est décidée, est prise par la justice. Eh bien, s'il y a 2, 3 ou 4 pays qui sont concernés par l'affaire, il n'est à mon sens pas nécessaire qu'il y ait 2, 3 ou 4 pays qui exercent ce contrôle. Et il me paraîtrait assez légitime que ce soit l'État dans lequel le siège de l'entreprise est installé qui puisse assurer ce contrôle. C'est en tout cas ce que nous essayons d'obtenir. Merci beaucoup, Monsieur Duchesne. Je vous propose, avant de passer la parole à Aurélien Hamel, qui en tant que directeur juridique de Total a sûrement des choses à dire et à réagir sur votre discours, s'arrêter sur un point effectivement que vous souleviez avant d'aborder le reste du sujet, mais pour cette photographie internationale et française, je pense qu'on ne peut pas faire, tel que vous l'avez souligné, l'économie de la réflexion sur l'extraterritorialité de certaines règles internationales et justement, comme vous l'abordiez, la coopération des États entre eux et particulièrement pour les entreprises, le non bis in idem international. Peut-être, Madame Durand, réagir sur cette coopération internationale, mais coopération non seulement des États entre eux, mais aussi des organisations internationales entre elles. Vous parliez de fragmentation des outils. Est-ce que cette coopération internationale au niveau des États et des organisations peut être un moyen d'éviter cette fragmentation? Mais incontestablement. La difficulté, c'est que les organisations internationales, par définition, sont elles-mêmes segmentées. Elles travaillent les unes et les autres dans des domaines particuliers, avec un mandat qui dépend d'ailleurs des États membres qui les mandatent. Les Nations Unies, même dans toutes leurs déclinaisons ou leurs organisations, n'ont pas du tout le même pouvoir que, par exemple, la Commission européenne, où on est là uniquement en étant le représentant des États et les consensus se font sur base de ce que les États sont bien prêts à accepter comme consensus, voire ensuite à les ratifier dans leur propre droit. Ça met déjà une image un peu nuancée sur la réalité par rapport au souhait. Le souhait, évidemment, est partagé d'avoir une législation internationale forte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si des outils existent, ils sont, comme je l'ai dit, trop fragmentés. Alors, ce que nous pensons, nous, à la CNUSET, c'est que si on travaillait, par exemple, en inter-organisation, sur des principes directeurs, avec une définition plus claire et plus précise de ce que c'est que ces flux financiers illicites, parce que là aussi, chaque organisation internationale a, je dirais, son interprétation de ce que c'est que le caractère illicite de certains flux commerciaux ou financiers. Donc, je pense qu'on doit aller plus loin. Je pense néanmoins que, comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas dans une époque où le multilatéral ou le la bonne volonté, la coopérative entre les États
est la top priorité, si je peux dire, de l'ensemble des représentants des États participants des organisations internationales. Ça n'empêche pas qu'en dépit de cela, nous puissions avancer comme je le propose, comme la CNUSET le propose, sur des principes directeurs qui, je pense, rassemblerait les organisations comme on l'a fait sur la protection des consommateurs, par exemple. Et par ailleurs, de travailler sur un autre plan, qui est un plan qui ne dépend pas des organisations internationales, celui-là, mais si on avait, on peut rêver évidemment, si on avait une taxation des entreprises qui soit, je dirais, un peu plus égalitaire, si on avait une coopération internationale en matière d'impôt des sociétés, ne fût-ce que déjà à l'échelon européen et a fortiori à l'échelon international, on diminuerait, pour en venir à ce qui a été dit sur la source ou sur la racine, on diminuerait évidemment l'appétit de compétition qui est celui dans lequel des entreprises qui recherchent le profit, ça n'est pas en soi d'ailleurs nécessairement mal. Par contre, ça devient plus difficile quand effectivement la désharmonisation fiscale fait que par définition, on va aller chercher l'endroit où c'est le plus confortable. Et donc, il y a deux plans. Il y a le plan d'une meilleure coopération internationale moins fragmentée, et puis il y a le plan de ce qui peut être fait sur l'harmonisation fiscale ou des instruments d'harmonisation fiscale qui évidemment, eux, sont particulièrement difficiles à mettre en place, même au niveau des 28 ou 27 États membres de l'Union européenne. C'est déjà un exercice assez compliqué, pour dire simplement, délicat. C'est aujourd'hui encore un peu plus difficile forcément à l'échelon international. Néanmoins, je ne suis pas pessimiste et je pense que les instruments qu'on a, on doit les utiliser, on doit les améliorer et on doit, les organisations internationales ont le devoir de sortir de leur propre silo parce qu'elles ont aussi leurs défauts et celui-là en est un. Dernier élément que j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'OCDE fait un boulot très intéressant en la matière sur toutes sortes d'assistances particulières, échanges d'informations, etc. Mais l'OCDE travaille surtout du point de vue de l'angle des pays développés et des pays qui sont ses mandants. Je pense qu'on oublie une partie du monde, et une partie du monde qui n'est pas négligeable et qui sont moins présents dans l'orbite de l'OCDE et qui pour autant deviennent par défaut, si je peux dire, des acteurs ou des acteurs par défaut de la corruption internationale ou qui est accueillie chez eux parce que tout simplement leur droit n'a peut-être pas ratifié ces conventions et parce qu'ils sont moins pris en considération dans la manière d'élaborer les règles. Et la manière d'élaborer les règles, il faut la faire aussi avec ces pays-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ou insuffisamment le cas aujourd'hui. On y reviendra peut-être, sans doute, même certainement avec Madame Covesi et l'action du parquet européen. Mais outre la coopération des organisations internationales, je pense aussi à la coopération des organismes mis en place. On a abordé les premières coopérations SFO, PNF, mais dans Airbus, il y a aussi le DOJ qui s'est mis dans la danse. Peut-être la question s'adresse à M. Pfeffer et aussi à vous, à M. Duchesne. Comment est perçue, peut-être d'abord vous, M. Duchesne, comment est perçue et comment est vécue cette coopération? Est-ce qu'il y a un véritable dialogue, j'allais dire une internationale de la poursuite de la corruption qui fait qu'aujourd'hui une entreprise ne peut pas jouer le DOJ contre le PNF, le SFO contre le DOJ et ainsi de suite, essayer de négocier d'un côté de la planète pour éviter les poursuites dans un autre, etc. Je pense que de toute façon, les entreprises n'ont pas intérêt à négocier d'un côté de la planète pour échapper à la poursuite de l'autre, parce qu'aujourd'hui, tout se sait assez vite. Nous, notre discours, il est très clair, et je le dis publiquement, nous invitons les entreprises à ne pas attendre de se retrouver dans la tourmente de poursuites engagées par des étrangers lorsqu'elles savent qu'elles sont exposées à ce risque-là. Je pense qu'il est préférable qu'elles viennent voir leurs autorités naturelles que sont, non pas la FA d'ailleurs, mais le parquet national financier, même si nous jouons volontiers, d'ailleurs en accord avec le parquet national financier, puisque nous essayons de définir un mode opératoire, un modus, je ne veux pas dire un modus vivendi, ça pourrait laisser entendre qu'on a des difficultés relationnelles, ce qui n'est pas le cas, mais nous essayons d'avoir, disons, une politique coordonnée et qui soit lisible et visible par les acteurs.
Bon, cette segmentation, elle existe à travers le monde, elle existe aussi entre les institutions nationales, puisque nous avons différentes institutions qui s'occupent de ces questions-là. Et entre l'AFA et le PNF, ça en fait déjà deux. Il y a la HATVP également qui s'occupe un peu de ces questions-là. Et donc, ça fait des divisions. Et c'est à nous de travailler pour essayer d'harmoniser, en tout cas d'articuler tout ce dispositif. Mais les entreprises n'ont aucun intérêt, à mon avis, à faire des cachotteries, parce que tout ce qu'elles pourraient obtenir comme résultat, c'est une pluralité de poursuites en des temps différents, avec des sanctions différentes, qui, même si cumulées, elles n'excèdent pas la plus forte, de toute façon, pourraient entraîner pour elles des préjudices, notamment d'image, ou des tracasseries beaucoup plus longues. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble. Et l'idée, ça serait, en tout cas, moi c'est celle que je défends, ça serait de faire en sorte qu'une même situation soit purgée d'un seul coup, en associant l'ensemble des acteurs concernés. Et en faisant ça collectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on pourrait peut-être aussi repousser les prétentions de ceux qui invoqueraient un préjudice ou une compétence un peu tirée par les cheveux, si vous voulez, comme on le voit parfois dans certains dossiers. Pour les États-Unis, pour ne pas les citer. On parle des États-Unis parce qu'ils sont actifs, mais l'anticorruption peut devenir un sport international et ça peut être, c'est parfois très légitime. C'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, il ne faut pas non plus que ça devienne une façon d'influer sur la concurrence normale et honnête. Mais alors, merci d'avoir fait la transition pour Aurélien Hamel. Quand on dirige le service juridique d'une entreprise mondiale, s'il en est comme Total, comment on fait avec ces multiples règles, je vais m'en sortir comme ça, je pense, comment on fait avec ces multiples règles, comment en fait on les harmonise à l'intérieur et comment on en fait sa propre politique? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, d'abord sur l'extraterritorialité, la dimension mondiale et parfois effectivement un petit peu divergente des systèmes de répression de la corruption et d'anticorruption, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on les connaît et on les assume. Il ne faut pas se tromper, et je rejoins ce que disait M. Duchesne. Bon, le système est mondialisé, l'information circule, donc on a tout intérêt à être transparent, et notamment et principalement avec ces autorités, je dirais, de la maison mère. Ça va sans dire. Ça n'allait pas sans dire, je pense, par le passé. Ça va plutôt sans dire aujourd'hui. Seulement, il ne faut pas non plus se leurrer. Nous sommes légitimement, les grandes entreprises internationales, soumis à de multiples compétences. On parle souvent d'extraterritorialité, qui est un thème sous lequel on met des réalités assez différentes. Il y a des dimensions extraterritoriales d'application juridique. Par exemple, dans ce qu'on appelle les sanctions et les embargos, oui, il y a une véritable extraterritorialité en la matière. En matière de corruption, de répression de la corruption, c'est un peu différent. Prenez le cas d'entreprises comme celle où j'officie, qui sont cotées aux États-Unis. On se soumet déjà à la juridiction, à certains égards seulement, mais on se soumet déjà à la juridiction étrangère, en l'occurrence américaine. Et aussi, et ça renvoie en creux une réflexion, une image pour nous, Européens, et je ne dis pas français d'ailleurs, Européens, la puissance du droit, cette dimension, cette capacité qu'a le droit américain, notamment à se projeter hors de ses frontières, n'est que le reflet de la puissance économique et financière américaine. Et l'Europe gagnerait à projeter son droit dans cette logique qu'on appelle aujourd'hui de guerre du droit, de warfare, gagnerait à projeter son droit si aussi elle était capable d'attirer plus de transactions internationales libellées en euros plutôt qu'en dollars, de faire en sorte que des émissions obligataires qui financent les grandes entreprises et les grands projets soient financés en euros plutôt qu'en dollars. Donc les entreprises vivent dans ce monde-là. On vit dans un monde où le FCPA était là d'ailleurs bien avant le reste. Le dollar est omniprésent et donc on est soumis d'une manière ou d'une autre à ces compétences. Il faut en avoir conscience. Ce que je voudrais dire ensuite, c'est quelque chose qui a été dit plusieurs fois déjà dans le débat, c'est l'importance de donner du sens. Je reprends vos mots, M. Pfeffer, ou ceux de M. Duchesne, l'éthique, ce n'est pas de la cosmétique. Il faut comprendre au-delà des process, et ça je vais y venir, comment on intériorise l'anticorruption au sein des entreprises. Je pense que ça passe par une série de pressions vertueuses, c'est comme ça que je les qualifie,
qui sont à l'œuvre aujourd'hui depuis plusieurs années. Et je vais donner quelques exemples. L'une d'entre elles provient des actionnaires. Les actionnaires, les investisseurs font peser sur les grandes sociétés cotées une pression vertueuse, très forte, en matière de respect d'un certain nombre de standards. C'est vrai de l'anticorruption et de la conformité, c'est vrai en matière climatique, et on le sait aussi évidemment, et c'est très vertueux. Et c'est vrai dans tout un tas de domaines qu'on appelle ESG ou RSE. Et cette pression, elle est très forte, elle n'est pas feinte, ce n'est pas simplement un argument de marketing qu'utilisent les fonds d'investissement, par exemple, pour fidéliser et, je dirais, rassurer leurs propres investisseurs et actionnaires. On le voit à l'œuvre dans les fonds de pension de retraite américains, notamment des côtes de New York, de Californie, qui sont à la pointe des sujets éthiques dans la manière de faire leurs investissements. Et si une grande entreprise devait se livrer à un mauvais jeu systémique d'organisation de corruption, elle s'expose à perdre une partie de son actionnariat. Et c'est une sanction qui fait d'ailleurs beaucoup plus peur que la peur du juge, pour le dire clairement, même si les sanctions en matière de corruption d'un point de vue judiciaire sont en augmentation. Une autre source de pression vertueuse, c'est celle des clients, évidemment. Les clients sont aujourd'hui des citoyens, sont des clients activistes, sont des clients qui sont soucieux d'un certain nombre de garanties qu'offrent les produits, services et les entreprises derrière qu'ils achètent. Et les clients nous soumettent aussi à cette pression vertueuse. Vous aurez des clients qui se détourneront de vous si vous commettez un certain nombre de manquements éthiques, par exemple en matière de corruption. Et enfin, c'est pour moi le plus important, et ça fera lien avec nos procédures internes, la plus grande source de pression vertueuse, elle provient des collaborateurs des groupes. Et je vais quand même dire un mot pour venir un peu aussi, je dirais, au soutien, peut-être même prendre la défense des collaborateurs des groupes dont je suis, et que je suis un collaborateur d'un grand groupe. Nous sommes des gens comme tout le monde. Et l'éthique est aussi forte, et vous la trouverez aussi forte, peut-être avec les mêmes failles et les mêmes forces que partout ailleurs, lorsque vous rencontrez des collaborateurs de grands groupes. Et c'est très vrai, avec une certaine évolution générationnelle, et je le dis sans jugement de valeur et sans jugement moral. Souvenons-nous simplement qu'en France, jusqu'à il y a un peu plus de 19 ans, il était non seulement licite de commettre de la corruption internationale, et c'était fiscalement déductible. Donc on vient d'un monde qui n'est pas si lointain que ça, et il ne faut pas l'oublier pour ne justement pas juger en morale de manière rétrospective. On vient d'un monde où vous avez une génération de dirigeants d'entreprises qui ont fait leurs armes, il y a 30 ans, pour le dire comme ça, dans un monde où on pouvait corrompre sur la scène étrangère, et c'était fiscalement déductible. Et le droit dit toujours quelque chose de la morale. En tout cas, le droit dit quelque chose de ce qui n'est pas forcément amoral. Et on ne peut pas juger de l'efficacité d'un système anticorruption, et on ne peut pas juger de la valeur des collaborateurs des groupes sans avoir cela à l'esprit. Et une fois qu'on a dit ça, il faut bien se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, avec l'évolution générationnelle, les collaborateurs ont intériorisé par leur parcours d'étudiants, et moi j'étais étudiant quand la loi française a été votée en fait, sur la corruption étrangère, eh bien ils ont intériorisé avec ce parcours cette nouvelle norme du droit et de l'éthique, et cette génération arrive petit à petit à des postes à responsabilité. Et ça a un impact massif sur la manière dont on envisage cela. Et enfin, et je fais lien avec la procédure, ne croyons pas que la procédure, et je vais donner deux exemples, soit simplement une manière formelle de mettre en œuvre ce que je viens d'expliquer, parce que, et ça n'est pas très français, il faut croire aux vertus de la psychologie comportementale. Ce n'est pas l'école française, la psychologie comportementale, on est d'une école plutôt analytique, mais la psychologie comportementale a cette vertu qu'à force de soumettre des gens à des comportements répétitifs, ils vont finir par les intérioriser et même à en comprendre le sens. Et la psychologie comportementale en matière d'anticorruption, c'est les due diligence, donc ce sont les évaluations que l'on fait sur les tiers avec lesquels on travaille, pour savoir avec qui on travaille, pour savoir pourquoi on travaille, que fait le tiers intermédiaire, agent, fournisseur pour nous, à quel prix, parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le prix et la prestation ou le bien vendu, pour savoir que ça ne cache rien d'autre qu'une relation commerciale. Et donc ça fonctionne éminemment bien, cette approche comportementale. La formation répétée, alors les e-learning, les formations qu'on dispense en entreprise, ça fonctionne éminemment bien. Et l'ensemble du dispositif, alors je le dis, je ne suis pas exhaustif, notamment devant le directeur de l'Agence française anticorruption, il y a beaucoup d'autres choses dans un programme anticorruption,
que les 2 exemples que je viens de donner, mais l'ensemble du dispositif anticorruption qui est assez processuel. Il a cette vertu aussi de favoriser, par la psychologie comportementale, l'intériorisation complète de cette norme éthique qui est aussi une valeur. Peut-être pour rebondir justement sur ce que vous venez nous dire, ce changement générationnel, et surtout combiné avec la loi sur les lanceurs d'alerte, comment puisque vous parlez de l'humain, qu'est-ce que le lanceur d'alerte est pour l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est un danger? Je fais un peu de provo, vous allez sûrement me répondre mais non, ou est-ce que c'est un atout? Je vais vous faire une réponse honnête. C'est une source d'information. Le lanceur d'alerte est quelqu'un qui donne une information, comme quelqu'un finalement porterait plainte auprès d'un procureur, qu'on va traiter. Voilà. Fondamentalement, c'est ça. Après, il y a tout un tas de conséquences associées à ça. L'une, c'est la protection du lanceur d'alerte. C'est évident. Et on lui doit ça, et on doit convaincre nos collaborateurs, par l'exemple, que lorsqu'ils sauront, peut-être par un de leurs collègues qui leur dira, ça ne viendra pas évidemment du système qui doit les protéger, que ce collègue a lancé une alerte et qu'elle a été traitée dans un sens ou dans un autre, et que ce collègue n'a pas subi de conséquences personnelles, ça finira par convaincre par capillarité les autres collaborateurs. Donc il faut qu'on convainque par l'exemple qu'effectivement, lorsque quelqu'un révèle des faits, vrais ou faux, peu importe d'ailleurs, on va d'une part investiguer pour comprendre de quoi il s'agit et s'il y a quelque chose effectivement d'illicite ou d'indu, et d'autre part, on va évidemment garantir la protection du lanceur d'alerte. Il faut aussi le dire parce qu'il ne faut pas être naïf, et c'est la réalité, moi, des alertes que j'ai vues. Il y a aussi des alertes qui sont malveillantes, ça existe, et ça n'est pas la majorité, mais ça existe, et donc l'entreprise doit aussi protéger les personnes visées par l'alerte. Et on est toujours sur une ligne de crête où on doit protéger le lanceur d'alerte, protéger les personnes visées pendant un certain temps pour essayer de comprendre s'il y a une apparence de vraisemblance à l'alerte qui a été lancée. Et enfin, et c'est quand même une réalité qui reste assez têtue aujourd'hui, l'entreprise a des capacités d'investigation réelles mais limitées. Elle n'a évidemment pas de pouvoir de contrainte. Alors les investigations en entreprise, c'est évidemment d'aller regarder d'abord les sources documentaires aujourd'hui dématérialisées. Donc c'est faire ce qu'on appelle du forensique en mauvais français, pardon, effectivement, c'est disgracieux de le dire surtout ici, de faire des vérifications informatiques, de regarder les courriers électroniques, de regarder les documents enregistrés sur serveur, ensuite de procéder à des entretiens. On ne peut pas appeler ça des auditions, encore moins des interrogatoires, puisque ce sont des entretiens spontanés nécessairement, il n'y a pas de pouvoir de contrainte auquel se livrent les collaborateurs. Mais il va arriver un moment, qui est un point dur d'ailleurs dans le traitement des alertes, où soit l'entreprise doit elle-même le porter à l'extérieur, soit, d'ailleurs, faute de preuves suffisantes du fait des investigations internes, doit inviter la personne qui a lancé l'alerte, le cas échéant, à le porter à l'extérieur, c'est-à-dire saisir les autorités. On l'a fait récemment, alors pas en matière d'anticorruption, mais dans un sujet qui relève d'un domaine du harcèlement. Les faits étant très anciens, on a regardé ce qu'on pouvait regarder, les faits avaient plus de 15 ans, et on a dit à la personne, écoutez, nous on ne peut pas en savoir plus que ça, et on ne peut pas prendre parti, parce que finalement ça reviendrait à juger, et peut-être à tort, la personne que vous accusez, mais si vous déposez plainte, on vous accompagne. Et on vous accompagne, évidemment, on collaborera. Et donc il y a une dynamique qui se crée où l'entreprise rapidement va être, je pense, confrontée aussi à la nécessité soit de piloter elle-même la sortie de l'information, soit d'accompagner la personne qui lance l'alerte pour la sortir. On est en plein dans la confrontation d'éthique dont nous parlait M. Morin tout à l'heure. Mais justement, j'aimerais peut-être un dernier mot, vous faire réagir, M. Pfeffer et M. Duchesne et M. Hamel aussi, sur ces lanceurs d'alerte et sur l'enquête interne, en fait. Est-ce que c'est à l'entreprise, et c'est encore une question provocatrice, est-ce que c'est à l'entreprise d'enquêter sur elle-même? Je vais prendre la première réponse et j'écouterai avec attention mes 2 voisins. L'entreprise n'a pas de devoir juridique au sens dur, de droit dur, d'enquêter sur elle-même. Et d'ailleurs, je le dis parce que c'est ça que j'ai en tête, l'entreprise n'a jamais le devoir de se dénoncer. Ça n'est pas une obligation de droit dur juridiquement. L'entreprise y est à mains égards incitée. Parce que si elle ne le fait pas, d'une part, elle se prive de comprendre ce qui s'est passé, de remédier. Et en réalité, aujourd'hui,
La raison première pour laquelle on enquête, c'est pour remédier. Remédier, ça veut dire mettre fin à une situation illicite potentielle, et ça veut dire prendre des dispositions pour qu'elle ne se reproduise plus. Et ça, on le fait de manière totalement intériorisée, quasiment automatique. En revanche, la question de savoir si ça doit être nécessairement porté à la connaissance des autorités est une question d'opportunité. Ça n'est pas une question de droit dur, et ça n'est pas une question de gestion du risque. Et comme le disait M. Duchesne, et je le rejoins, les choses se savent, et donc on est incité effectivement à la transparence. Peut-être votre réaction, M. Pfeffer. Oui, peut-être rappeler qu'effectivement, la loi française donne une priorité au traitement interne. C'est-à-dire elle oblige le lanceur d'alerte, pour bénéficier de son statut, de s'adresser d'abord à l'entreprise. C'est quelque chose qui va changer, parce qu'il y a une directive européenne qui vient d'être votée, qui donnera la possibilité aux lanceurs d'alerte soit de saisir l'entreprise, soit de saisir directement les autorités, même si en France, la saisine directe du défenseur des droits est en fait possible. Donc, il me semble que c'est effectivement de l'intérêt de l'entreprise, comme vous le disiez, monsieur, de crédibiliser son alerte éthique dans la mesure où elle est dans l'intérêt de l'entreprise. Moi-même, dans une autre vie, j'ai été président de société. Nous avions créé un système d'alerte externe il y a un certain nombre d'années. Eh bien, à 2 reprises, ça nous a permis de traiter des problèmes qu'on n'avait pas nécessairement envie de voir arriver directement dans l'opinion publique, mais que nous avons traités. Moi, je voudrais insister sur un point. Évidemment, en tant qu'ONG, on s'intéresse au moins autant aux lanceurs d'alerte qu'à l'entreprise. Ça reste quelque chose de très difficile de lancer l'alerte. La loi Sapin accorde des protections aux lanceurs d'alerte, mais c'est quelqu'un qui se met fondamentalement en risque. Je parle de celui qui est de bonne foi, pas de celui qui est de mauvaise foi, qui ne bénéficiera d'ailleurs pas finalement de la protection. Et donc, ça suppose effectivement que l'entreprise l'accompagne par la ligne d'alerte, par l'autonomie des gens qui vont traiter l'alerte, vous l'avez dit très bien, et aussi par la société civile, ce qui fait que nous avons à quelques ONG créé une maison des lanceurs d'alerte dont l'objectif est de les accueillir. Parce que, par exemple, souvent on dit l'alerte est confidentielle, mais dans une entreprise qui n'est pas très grande, ça ne dure pas très longtemps. Et je me souviens d'un lanceur d'alerte célèbre qui m'avait dit, moi, 3 jours après que j'ai lancé une alerte anonyme, tout le monde dans l'entreprise savait que c'était moi. Bon. Donc, il y a la protection légale, qui est vraiment bonne maintenant avec la loi Sapin, mais il y a aussi la posture de l'entreprise à l'égard de ces lanceurs d'alerte, et il y a enfin le rôle de la société civile pour les soutenir au long cours, les soutenir juridiquement, psychologiquement, familialement. Je voulais insister là-dessus parce que moi j'ai l'occasion de rencontrer un certain nombre de, entre guillemets, grands lanceurs d'alerte que vous voyez dans les journaux. Eh bien, c'est quelque chose d'assez terrible. Or, ces gens-là, dont nous connaissons les noms, ils ont agi vraiment dans l'intérêt général. Ça n'étaient pas des gens qui étaient mus par autre chose que l'intérêt général. Donc c'est, si j'ose dire, un ensemble d'écosystèmes de façon à faire en sorte que l'alerte éthique devienne quelque chose de normal et non pas une prise de risque héroïque. Merci. Alors, Aurélien Hamel, vous appeliez l'Europe à projeter son droit. Transition, encore une fois, idéale pour moi. Madame Laura Kövesi, merci d'être là parmi nous. C'est votre première intervention publique en tant que procureur européen. Donc, je rappelle que le parquet européen doit enquêter, poursuivre et juger les infractions portant atteinte au budget de l'UE, comme la fraude, la corruption et la fraude transfrontalière. Donc le sujet est vaste. Peut-être nous dire d'abord quels objectifs vous assignez à l'institution et surtout, pensez-vous avoir, vu l'étendue de vos compétences, les moyens de votre action? Thank you. I will speak in English because my French is not very good in this moment. Je compris, mais je ne parle très bien, so it's safer to speak English. So I'm honored to be the first chief prosecutor of the European Public Prosecutor's Office. As maybe you know, it's not an institution that is in force till now. We will start the activity only the next year. So my main duty, it will be to set up the EPPO.
The main duty of EPPO, it will be to make investigations in, as you already said, in financial crimes related to the European funds, also for corruption, also for money laundering, if they are related to the way someone is using the European funds. The main challenge, it will be to act as a team, because we will be 22 prosecutors from 22 another countries, and we must act in a unique way. We will work with 22 different criminal codes and 22 different criminal procedure codes. And so we must find a way to act as a team. But this can be an advantage because it is for the first time when we will have a European Public Prosecutor Office for investigating this kind of crimes. The advantage is that the international cooperation will be easier. It will be quicker than it was until now, and we will can use the proofs administered in the different member states. But speaking about the theme related to corruption, I will have today a more technical approach based on my experience of as a prosecutor. I have been a prosecutor for 24 years. And I think when we speak about corruption, it's very difficult to measure the level of corruption. And I will give you some examples from Romania, because in the last 5 years, I was the chief prosecutor of National Directorate Anti-Corruption. It's the only specialized structure for investigating corruption to high level. So, for example, in 2016, the level of the bribe that we could prove in 1 year, it was around 300 million euros. But it's obvious that this is not the real amount of the bribe that was offered or taken in Romania, because it's only the amount of the bribe that we could prove. So in reality, the level is maybe higher. Also, in each year, we indict more and more civil servants. In each year, we indict more than 1,000 civil servants, and we obtain also around 900 civil servants were convicted for corruption. So this number should prove that we solved the problem in Romania related to corruption. I don't think so. Even if in each year the number of the people who were indicted or convicted was higher, I don't think the level of corruption decreased. I think it is the same. So these statistics can be good when you speak about the efficiency of the authorities to fight against corruption, but I don't think it's enough to say that only arresting people you will solve the problem with corruption. On only investigating people, you will solve this problem. So I think when we speak about corruption, money laundering, and financial crimes, there are necessary some requirements. And I'm thinking to 8 important requirements. And the most important is the independence of the judiciary. The act of justice depends on the people enforcing the law. And it's important to have prosecutors and judges, independent professionals, active, courageous, and with high integrity level. A second requirement is to have a specialized structure to investigate this type of crimes. And we have now EPPO, and we will act to the European level, and I think it's the first important step in investigating this type of crimes. Also, a legislation who offers enough tool for investigating is necessary. But the reality shows us that even a lot of states implemented and ratified the Convention Against Corruption, it is not enough. For example, in Romania, we ratified that convention, we implemented all the requirements, but I think it was not sufficient to say that, yes, we solved the problem with corruption in Romania.
And another requirement or priority for each prosecutor body must be recovering the damages and the proceeds of the crime. I saw in my activity that sometimes the defendants prefer to spend some time in prison than to lose their fortune or their money. So it is important also to recover the damages. Even if, as a prosecutor, we are or we will be efficient in investigating some cases, I think we cannot solve the problem related to corruption or financial crimes without preventive measures. They are very important. And also I saw in our activity that sometimes the typologies are the same. They are repetitive. So this is a proof that we need to analyze the typologies of the crime and to implement or to propose some measures to solve the risks and the vulnerabilities when we speak about corruption. Also, education is very important, and based on my experience, the fight to have good legislation, to have a specialized body, it's not so important. And the main problem was sometimes the fight with the mentalities. Because I will give also the experience, the Romanian experience. 12 years ago, the corruption was a generalized phenomenon. We met corruption in almost all the fields of activities. So it was a problem related to the mentality. To give bribe, it was a kind of a way of life. But the good news is that in the last period, the mentality change and the debate regarding the fight against corruption has become more and more actual and important, not only in Romania. So speaking about the future of EPPO, even if we are from different member states, I think as prosecutor we will have the same goal, we will have the same duty to investigate efficiently the crimes related to money laundering, to bribe, and to financial frauds. And I hope EPPO can come as center of excellence for analysis in cross-border investigations. So thank you very much for your attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Kövesi. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir avec les questions de la salle sur les mesures de prévention que vous avez appelées de vos voeux et commencer à détailler. Je dois dire que ce que vous soulignez effectivement sur cette internationale du crime, entre guillemets, avec des méthodes à l'ancienne où certains préféraient aller en prison que de livrer les sommes. On a vu en France certains procès retentissants comme les procès à la taxe carbone où on a pu assister, pour avoir assisté aux audiences, à ce doux mélange, si j'ose dire, entre les tontons flingueurs et les nouveaux financiers. C'est un mélange assez détonnant et très efficace pour frauder, malheureusement. Bernard Cazeneuve, peut-être pour terminer cette table ronde, encore une fois, l'Europe doit projeter son droit. Effectivement, on a maintenant des instruments juridiques, certes perfectibles, comme le parquet européen ou même dans chaque pays de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment travailler sur cette asymétrie des relations euro-atlantiques qui reste quand même assez forte? Bien, permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des participants à cette journée que nous avons organisée avec le Club des juristes, l'ensemble des participants à ce panel pour leur contribution. Et permettez-moi aussi de resituer cette journée dans ses objectifs, puisque vous me donnez la parole pour évoquer ce que pourraient être les perspectives européennes. L'introduction d'Edgar Morin a bien montré
l'importance, la prégnance des préoccupations éthiques dans le temps long de l'histoire de l'humanité. Et nous sommes dans un contexte particulier où une pression de plus en plus forte est exercée par l'opinion publique sur les gouvernements, les institutions et les acteurs économiques pour que ces préoccupations éthiques soient prises en compte sur la question qui relève de la lutte contre la corruption, mais nous le verrons aussi dans les débats à venir, sur la question de l'intelligence artificielle qui ouvre des perspectives nouvelles, mais pose des problèmes de droit qui jusqu'à présent ne se posaient pas pour des raisons éthiques, sur la question de l'environnement avec l'importance que prend pour les jeunes générations les exigences de protection de la planète, sur la question de la fiscalité. Et pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, dès lors que nous sommes à Paris et que nous réfléchissons au rééquilibrage de la relation euro-atlantique, on ne peut pas faire l'impasse sur la dimension européenne du problème qui se présente à nous. Et je voudrais commencer par profiter de la présence de Laura Kövesi pour dire à quel point on ne peut que regretter le fait que dans les orientations qui ont été définies par l'Union européenne à travers les prises de position de la nouvelle présidente de la Commission pour la période 2019-2024, à travers également les lettres qui ont été adressées aux différents commissaires européens, la question de la lutte et de la prévention de la corruption sont des questions totalement absentes des orientations qui ont été définies par les nouvelles instances européennes. Totalement absentes. Vous avez quelques considérations sur la lutte contre le blanchiment, c'est hautement souhaitable. Vous avez quelques considérations relatives à la lutte contre le terrorisme. Le lien est fait d'ailleurs dans les orientations qui ont été définies entre le blanchiment et la lutte contre le terrorisme à juste titre. Mais il n'y a rien dans les orientations de l'Union européenne telles qu'elles ont été exprimées récemment qui permettent de montrer aux citoyens européens, dans un contexte de surcroît où le populisme galope, que les institutions de l'Union européenne seront déterminées à lutter contre ce fléau. C'est un point extrêmement préoccupant. Et ça montre, chère madame, l'ampleur de la tâche qui sera la vôtre au cours des prochaines années pour essayer de corriger cette absence de prise en compte d'une priorité pourtant essentielle. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que le caractère préjudiciable de cette non-prise en compte ne résulte pas simplement de considérations politiques, résultant notamment de la poussée des populistes, je n'y reviens pas, mais du fait que nous sommes dans l'Union européenne dans un marché intérieur. Et si nous acceptons l'idée, et elle est juste, que les distorsions de concurrence dans la globalisation de l'économie peuvent résulter du fait qu'un certain nombre de pays ne luttent pas contre la corruption, donnant ainsi à leurs entreprises, de façon certes temporaire, mais réelle, un avantage compétitif, il n'y a pas de level playing field sans une lutte contre la corruption qui soit partagée par l'ensemble des États. Donc ce n'est pas bon pour la confiance dans les institutions, ce n'est pas bon pour le bon fonctionnement, la fluidité du marché intérieur. Troisième élément, ce n'est pas bon non plus pour la réputation des entreprises européennes. Aurélia Hamel l'a signalé tout à l'heure, Charles Duchesne également, lorsque des entreprises européennes, dans un cadre où les États-Unis engagent des poursuites de plus en plus extraterritoriales, voire leur réputation mise en cause par ces poursuites en raison d'actes qu'elles ont commises, l'effet réputationnel et par conséquent l'impact en termes de compétitivité est tel que nous ne protégeons pas les entreprises européennes et par conséquent nous ne protégeons pas l'économie européenne du risque qui se présente à elle aussi longtemps que nous n'avons pas mis en place les dispositifs qui vont bien pour faire en sorte que la corruption soit prévenue. Donc pour toutes ces raisons, il faudra aller de l'avant. Comment aller de l'avant ? Je crois qu'il faut être extrêmement précis, extrêmement concret. Si nous voulons que le mandat qui s'ouvre et que les années qui se présentent à nous soient efficaces, plus efficaces que ne l'ont été les précédentes pour lutter contre la corruption, il faut se fixer des objectifs extrêmement précis. Nous les avons esquissés ce matin dans les Échos avec le professeur Godmet, que je salue, et Pierre Sellal, à travers quelques propositions concrètes. D'abord, il faut revoir l'arsenal des directives et le compléter qui existe actuellement en essayant de mettre l'accent sur 3 objectifs. Premièrement, nous avons besoin d'une directive qui intègre en droit de l'Union l'ensemble des dispositifs d'ores et déjà actés par l'OCDE dans ses recommandations et conventions.
Si nous étions en situation d'intégrer dans le droit de l'Union l'ensemble des préconisations de l'OCDE, nous serions déjà dans un contexte où un ensemble de principes serait partagé par les pays de l'Union européenne, le marché intérieur s'en trouverait davantage protégé. Deuxièmement, il est indispensable de réviser la décision cadre de 2003 relative à la corruption privée, en créant les conditions pour que les pays poursuivent la corruption qui s'est produite par-delà leurs frontières et le fassent de façon extrêmement offensive, dès lors qu'il existe un lien avec le pays dans lequel la corruption a pu être constatée. C'est fondamental d'y parvenir, c'est important de modifier cette décision cadre et si nous ne le faisons pas, nous serons moins efficaces dans la poursuite de la corruption transnationale. Troisième élément, il faut intégrer dans une directive les principes que nous avons définis en droit français à travers la loi Sapin II, qui sont des principes de prévention de la corruption à l'intérieur des acteurs économiques par la mise en place de véritables plans de prévention articulés à des outils dont nous avons largement parlé pendant cette table ronde, cartographie des risques, mise en place de lignes d'alerte, mise en place de dispositifs de formation, de codes éthiques, etc. De manière à ce qu'il y ait à travers ces trois réformes un ensemble de dispositions partagées au sein du marché intérieur. Ces réformes des directives constitueraient le premier pilier du paquet compliance européen. Deuxièmement, il faut créer les conditions pour que les instruments du droit dérivé de l'Union intègrent la préoccupation de la lutte contre la corruption. Je ne vais pas développer de multiples exemples, quelques-uns simplement. Lorsqu'en 2014, on réforme les directives relatives au marché public, on renforce la fermeture du marché public pour les acteurs qui n'ont pas respecté un certain nombre de règles que l'Europe a en partage. Et si nous décidions que les marchés publics sont définitivement fermés aux entreprises qui ne respectent pas les règles de prévention de lutte contre la corruption, nous serions bien entendu beaucoup plus efficaces, y compris à l'égard d'un certain nombre de nos partenaires étrangers. Et il y a dans les instruments dérivés du droit de l'Union beaucoup d'instruments qui peuvent nous permettre d'être efficaces. Enfin, troisième volet du paquet compliance européen, c'est la montée en puissance du parquet. Nous avons bien compris que le parquet européen était compétent simplement pour la corruption liée au détournement de fonds européens, mais nous savons aussi que la jurisprudence peut avoir une acception plutôt souple et large de la notion de détournement de fonds publics européens, aidant ainsi le parquet à asseoir sa compétence. Et dès lors que le parquet européen aura assis sa compétence, on peut imaginer qu'à terme, il puisse étendre son action à la lutte contre la corruption, même si les textes ne le prévoient pas aujourd'hui. Il est souhaitable que la montée en puissance du parquet européen permette d'afficher cette volonté politique dont nous sommes conscients qu'elle ne permettrait pas aujourd'hui de dégager une majorité pour que cela soit possible, mais à terme, nous pourrions l'envisager. Enfin, il faut que la coopération au sein d'Eurojust entre les instances de poursuite soit considérablement développée. Eurojust est efficace en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le blanchiment, mais les missions d'Eurojust en matière de lutte contre la corruption sont trop peu nombreuses et il faut que nous donnions à Eurojust des compétences plus significatives, enfin en tous les cas que nous donnions à Eurojust la mission d'être plus déterminé dans la lutte contre la corruption. Voilà ce que pourrait être un paquet compliance européen. Voilà ce que pourraient être les orientations de l'Union européenne pour demain, qui permettrait d'être beaucoup plus efficace dans le renforcement du marché intérieur, qui permettrait de faire du marché intérieur un véritable level playing field par des règles partagées de lutte contre la corruption, et qui permettrait aussi, je termine par là, de corriger la relation très asymétrique entre l'Europe et les États-Unis. Parce que si dans les directives modifiées ou nouvelles dont on vient de parler, on profitait de l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour introduire une compétence extraterritoriale du juge européen qui permette aux juges européens d'être aussi offensifs que le sont certains juges étrangers lorsqu'ils poursuivent la corruption à l'origine de laquelle se trouvent des entreprises européennes ou françaises, nous aurions corrigé une partie de la relation asymétrique entre la France et les États-Unis. Nous avons réussi à le faire sur la protection des données. Nous sommes parfaitement efficaces en Europe en matière de droit de la concurrence. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas autant sur la question de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Il nous reste maintenant à conclure cette table ronde.
mais sans doute avez-vous une ou deux, ou trois même, allez, c'est mon jour de bonté, des questions. Tous les sujets étaient éminemment riches et intéressants, madame. Oui, bonjour. Anne-Cécile Bagné, ma question s'adresse à Charles Duchesne. Comment aujourd'hui l'AFA appréhende-t-elle, peut-être exerce-t-elle un contrôle sur les entreprises qui ne sont pas soumises à l'article 17 de la loi Sapin, notamment parce qu'elles ne respectent pas les conditions, les seuils de CA et d'effectifs, mais qui exercent par contre dans des industries qui sont particulièrement à risque, s'agissant de l'anti-money laundering et tout ce qui est bribery, et qui exercent aussi, deuxième facteur aggravant entre guillemets, dans des zones géographiques particulièrement exposées. Merci. Alors, nous n'exerçons évidemment sur ces entreprises aucun contrôle puisque la loi ne nous le permet pas. Si ces entreprises viennent vers nous dans une démarche volontaire, nous sommes en droit et nous nous faisons un plaisir de leur dispenser du conseil, mais nous ne pouvons pas les contrôler, sauf si elles appartiennent à un groupe, etc., etc. Je reviens sur la définition du périmètre de l'article 17. Mais si l'entreprise n'atteint pas les seuils de chiffre d'affaires et de nombre de salariés prévus par l'article 17, nous ne pouvons naturellement pas les contrôler. D'autres questions ? Bien, mais je ne doute pas que vous aborderez nos intervenants au cours de la journée pour aller plus avant avec eux. Il me reste maintenant à vous remercier tous, Monsieur Hamel, Monsieur Pfeffer, Monsieur Duchesne, Madame Durand, Madame Covesi, Monsieur Cazeneuve. Merci, merci pour vos interventions et passez maintenant la parole aux intervenants suivants qui vont aller dans les méandres de l'intelligence artificielle. Merci à vous.